Hello, Iniche, Inisogoma. Aujourd'hui, nous allons un petit peu parler du pacte colonial, avec le livre de Mamadou Coulibaly, Les servitudes du pacte colonial. Mamadou Coulibaly a dit que les pays africains francophones ont acquis une indépendance sur papier. Mais dans les faits, ils sont restés tous dépendants vis-à-vis de la France, hormis la Guinée qui a dit non à De Gaulle. Ce livre, c'est une compilation de tous les accords en faveur de la France qui permet de découvrir la face hideuse de la codification de l'exploitation des richesses de ces pays par la métropole. Ce livre, c'est pour mettre au grand jour ces inégalités dans l'exécution de ces contrats internationaux. J'aurais envie de leur dire quand j'entends tous ces débats débiles sur l'immigration. Et si on parlait du pacte colonial Dans ce livre, Mamadou Coulibaly donne intégralement tous les textes que la France, sous la signature du Premier ministre de l'époque, Michel Debré, impose et fait signer à la Côte d'Ivoire, sous la signature de Félix Houphouët-Boigny, comme à tous les chefs d'État de son précaré africain. Mais le plus curieux, c'est qu'aucune des parties africaines n'a eu le droit, la liberté de discuter, de négocier ces accords avant leur signature. Soit tu signes, soit tu dégages. Pourtant, en général, un accord, ça se discute, ça se négocie, jusqu'à trouver un consensus. Là, ça n'a jamais été le cas. Ce qui est encore plus dramatique, on n'a même pas le droit de les dénoncer, ni de les remettre en cause. Quiconque ose soulever la question de ces accords se retrouve soit réduit au silence éternel, autrement dit au cimetière, soit confronté à un coup d'État. La France-Afrique, qui n'est que la continuité de l'esclavage et de la colonisation, est un système inhumain, barbare, qui tue, assassine quand on refuse d'obéir. Le général de Gaulle n'avait-il pas déclaré « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts » Georges Clemenceau n'avait-il pas déclaré « Une goutte de pétrole vaut bien une goutte de sang » Depuis, la France fait tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Mais la France est dérangée par l'immigration. Il n'y a pas comme une contradiction là, puisque l'immigration est la conséquence de cette politique inhumaine de soumission et de pillage à outrance d'un continent entier. Tant que l'Europe, la France en tête, continuera d'installer des hommes dits chefs d'État à travers des coups d'État organisés et soutenus logistiquement par elle, l'Europe ne finira jamais avec le phénomène de l'immigration. Et pourtant, les politiques exacerbent la fibre xénophobe, excitant l'exclusion, le rejet et la haine de l'autre. En résumé, tel un vampire ou une sangsue, l'État français vit du sang des martyrs, des innocents africains, conformément à la lettre du pacte colonial qui a institué le système d'expropriation et de spoliation des peuples africains. Pour accéder au pouvoir en Afrique, c'est très simple. Il suffit de signer le contrat qui consiste à renflouer les caisses des autres, c'est-à-dire à accepter d'être une vache à lait. Il faut savoir que des décennies après l'accès à la pseudo-indépendance, ces pays africains continuent de déposer, via leur banque centrale, 50% de leurs réserves de change au trésor français, en vertu du dit pacte colonial. En plus de cela, le contrôle de la monnaie des pays en question, le franc CFA, garantit à la France l'exclusivité des exportations des matières premières locales. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le franc CFA. Je rappelle que CFA signifie colonie française d'Afrique. Vous aurez plus de détails dans ma vidéo. En fait, la France pratique avec finesse l'art de s'en aller pour mieux rester avec ses pseudo-indépendances. Les servitudes du pacte colonial, ça veut dire que des États servent des intérêts qui ne sont pas les leurs. L'ensemble des servitudes résulte d'un pacte dont nous méconnaissons les textes, les tenants et les aboutissants. L'auteur de ce livre, Mamadou Coulibaly, ressortissant de la Côte d'Ivoire, a souligné un problème important. Des pays indépendants sont-ils nécessairement souverains ? On suppose qu'un État juridiquement indépendant est souverain. Le professeur Mamadou Coulibaly conteste cette souveraineté, du moins en ce qui concerne les États sous tutelle française. Au premier rang,
la Côte d'Ivoire. Le professeur Mamadou Coulibaly montre qu'un État qui n'est pas souverain ne peut être indépendant. Bref, un État qui n'est pas indépendant ne peut pas être souverain et un État qui n'est pas souverain ne peut pas être indépendant. La Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école. La mise sous tutelle, c'est quoi ? Lorsqu'un État est capable de maîtriser les leviers de la souveraineté qui garantissent son indépendance, cet État est sous tutelle. Seuls les États qui ont une souveraineté économique peuvent prendre des décisions qui s'opposent aux autres États dans le monde. Ce n'est pas le cas des États africains dont leurs économies sont manipulées entièrement de l'extérieur. Quand on dit de l'extérieur, il faut préciser d'où. Mamadou Coulibaly considère dans son livre que les politiques économiques des pays d'Afrique sont manipulées depuis la France. Sous le règne de Louis-Philippe Ier, le traité du 10 février 1842 entre le lieutenant Charles-Marie Philippe de Keralette et Attiéké-Blé, dit Peter, un négociant africain qui se présente comme le souverain de Grand-Bassam. À aucun moment ce roi Peter ne fait valoir les intérêts de son peuple. Ce n'est pas un acte de souveraineté, mais un acte de vassalisation et de mise sous tutelle. L'article 1er stipule « La souveraineté pleine et entière du pays et de la rivière du pays est concédée exclusivement au roi des Français. Les Français auront donc seuls le droit d'y arborer leur drapeau et d'y faire toutes les bâtisses et fortifications qu'ils jugeront utiles ou nécessaires en s'appropriant les terrains aux propriétaires actuels. Aucune nation ne pourra s'y établir en raison même de la souveraineté exclusive concédée au roi des Français. Tout cela en échange de petits cadeaux ridicules envers le roi Peter. C'est donc par ce traité que les colonies vont commencer à se former en Côte d'Ivoire. Le 30 juin 1959, une convention est signée entre Félix Houphouët-Boigny et la France. Cette convention va en réalité permettre l'administration directe de la Côte d'Ivoire par la France. La Côte d'Ivoire n'a pas de constitution. C'est la constitution de la France qui s'impose à elle. Et ce n'est qu'un an plus tard, le 6 août 1960, que la France va déclarer les indépendances de la Côte d'Ivoire. Ce qui ne va pas empêcher la continuité du pacte colonial. L'État ivoirien, c'est la continuité de l'État colonial français avec un transfert de compétences à des indigènes ivoiriens. Donc on fait comme si c'est par un consentement mutuel que la Côte d'Ivoire a accepté sa mise sous tutelle. Pourquoi, malgré toutes les crises économiques, financières, les coups d'État militaires, l'élimination physique des dirigeants qui essayent simplement de réviser ces accords, pourquoi les pays africains ne se mettent pas ensemble pour contester et dénoncer ces accords, puisque ces accords ont été signés sous la tutelle et la curatelle de ces puissances coloniales? Est-ce que les peuples africains ont la possibilité de mettre un terme à ces accords? Et si oui, à quelles conditions et par quels moyens? Valéry Giscard d'Estaing affirme « La force et la puissance de la France dans le concert des nations dépendent du maintien de sa souveraineté sur ses territoires d'outre-mer. » François Mitterrand dira « Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle. » Nous sommes au XXIe siècle. Nicolas Sarkozy dira que la France doit son rayonnement planétaire au maintien de son empire d'outre-mer et à l'exploitation de ses potentialités et de ses ressources. Le mot empire est utilisé alors que ces pays sont déjà censés être indépendants. Le général de Gaulle dira que l'essentiel de son apport à la France, c'est d'avoir changé la colonisation en coopération. Parce qu'avec ce qui s'est passé en Indochine, au Cameroun et en Algérie, il était plus possible de maintenir des colonies, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que la notion de colonisation était totalement mal vue. Mais cette notion de coopération n'est pas concevable s'il n'y a pas des accords de coopération. Pour que la France maintienne ses intérêts vitaux, il faut que les pays en question acceptent, par une série d'accords, leur mise sous tutelle. On nous fait croire que les élites que la France a mises en place en Afrique sont représentatives de ces territoires et que leur revendication, c'est simplement d'avoir de l'aide sur le plan économique, de contracter de temps en temps des dettes, d'être protégés sur tous les plans par l'ancienne puissance coloniale. En tout cas, ces élites ne contestent jamais la mise sous tutelle elle-même. Nous allons voir les accords en matière de défense et de sécurité.
À chaque fois que la France interfère dans les pays d'Afrique, elle se réfère toujours aux accords en disant que c'est à la demande des dirigeants africains qu'elle est amenée à intervenir. C'est très important ça, puisque dès 1959, la France s'est arrangée pour qu'il n'y ait pas d'armée ivoirienne. C'est un cas quasiment unique. La France a demandé aux autorités ivoiriennes, entre guillemets, d'accepter de sous-traiter la défense de la Côte d'Ivoire par l'armée française. Lorsqu'on lit ces accords de coopération, on se rend compte que c'est en fait l'armée française qui défend la Côte d'Ivoire. Mais la France a eu le souci quand même de former une soldatesque indigène pour réprimer toute révolte interne à la Côte d'Ivoire. C'est la France qui décide à quel moment la Côte d'Ivoire sera jugée suffisamment mature pour pouvoir se défendre. C'est la France qui décide dans quel cas elle doit intervenir et dans quel cas elle doit s'abstenir d'intervenir. Et comme il n'y avait pas d'armée en Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, il ne pouvait pas y avoir de coup d'État. On peut dire aussi que c'est la France qui peut décider de faire des coups d'État. On peut constater que la France intervient militairement quand ses intérêts stratégiques sont menacés. C'est à la demande officiellement de Félix Houphouët-Boigny qu'il y a eu des accords de défense. Notons qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de référendum ou de sollicitation de l'avis des populations. C'est Houphouët-Boigny, l'homme qui défend les intérêts de la France, qui prend sur lui la responsabilité historique de mettre totalement sous tutelle militaire de la France la Côte d'Ivoire. Ces accords supposent une occupation militaire de la France. Aucun pays africain ne peut décréter, même s'il est attaqué de l'extérieur, une mobilisation générale. Les pays qui ont signé ces accords avec la France ont obligation de fournir des soldats, comme à l'époque des tirailleurs, si la France juge nécessaire d'intervenir en Afrique. Lorsque les États africains ont des crises sécuritaires, il ne leur est pas permis de s'entendre avec d'autres pays, comme le Ghana, etc., pour se défendre. Par contre, la France peut intervenir et demander à d'autres pays d'intervenir dans un pays en crise. Ce fut le cas lors de la guerre du Biafra, où De Gaulle a envoyé des soldats ivoiriens. La France va aussi vendre des armes à ces États, des armes qui datent de la guerre de 14-18, pour donner l'illusion à ces États de disposer d'une armée, et parce que ça fait quand même très bien de faire de jolis défilés militaires lorsqu'on commémore l'indépendance, entre guillemets. La France reçoit dans ses académies comme à Saint-Cyr ou à Saint-Maixent des militaires africains chargés de s'occuper de la sécurité de leur pays. Donc beaucoup de militaires africains, s'ils n'ont pas fait les guerres coloniales, sont passés par ces écoles françaises. C'est le cas de Moussa Traoré, qui a remplacé par un coup d'état militaire Modibo Keïta, grand panafricaniste du Mali. Donc, il ne s'agit pas d'une armée souveraine, mais d'une armée qui prête main forte à l'armée française. C'est la France qui va décider des grades que l'on va octroyer aux cadres militaires des pays africains. C'est la France qui dicte la politique de défense et de sécurité de tous ces territoires. En cas d'acte de rébellion, la Côte d'Ivoire et ses États doivent déférer les suspects auprès des juridictions militaires françaises. En revanche, aucun membre de l'armée française en mission dans ces territoires ne peut être jugé par les juridictions de ces territoires. Donc c'est la France qui décide s'ils sont coupables ou non. 2 poids, 2 mesures. Les accords de défense et de sécurité qui lient jusqu'à aujourd'hui les États africains sous tutelle française avec l'État français ont été conçus pour défendre les intérêts vitaux de la France, rien d'autre. On comprend pourquoi lorsque le président Gbagbo dit que ces accords ne sont pas applicables en l'état, Jacques Chirac comme Nicolas Sarkozy vont voir en lui un élément extrêmement dangereux. Et c'est à partir de ce moment-là que la déstabilisation militaire de la Côte d'Ivoire a commencé. Et on a pris des mercenaires du Burkina Faso pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est là que Gbagbo, très subtil, a demandé de mettre en œuvre les accords. Ce qui suppose que la France est obligée d'intervenir contre les rebelles, que elle-même elle a armés. Et la réponse de la France a été très claire. Les accords de coopération ne sont pas applicables, car ce ne sont pas des étrangers qui attaquent la Côte d'Ivoire, mais des Ivoiriens qui font une rébellion pour des raisons ethniques et confessionnelles. Ils appartiennent à des ethnies du Nord et ils sont musulmans. C'est la raison pour laquelle la France ne peut pas accepter de défendre un pouvoir ségrégationniste comme celui de Laurent Gbagbo. Les autorités françaises ont fait des rapports lorsque Sankara a dit que le pays des hommes intègres a décidé de ne plus payer la dette, et la raison essentielle que Sankara utilise,
c'est que, en fait, quand on étudie les mécanismes de la dette, on se rend compte que la dette enrichit la France parce que la France non seulement donne l'argent à un certain nombre de forces mafieuses et occultes qui sont en connivence avec elle, mais la France s'arrange également pour augmenter les taux d'intérêt, ce qui fait que les pays africains, certains peuvent faire 50 ans rien que pour rembourser les intérêts de la dette. Donc Sankara demande aux autres chefs d'État africains, y compris les chefs d'État sous tutelle française, de refuser publiquement de payer la dette. Et quand on demande ça à Bongo ou Sassou Nguesso, on comprend comment est venue l'idée de l'éliminer. Nous allons parler des accords en matière de diplomatie, d'éducation et de culture. Il faut rappeler que l'arme atomique de la France a été fabriquée grâce à l'uranium de l'Afrique, d'où l'importance du maintien de la France au Niger. Ça veut dire que si par exemple Cuba est considéré comme ennemi de la France, Cuba est aussi l'ennemi des pays africains, dont la Côte d'Ivoire par ricochet. C'est la France qui, sur le plan international, s'exprime au nom de la Côte d'Ivoire dans les cercles diplomatiques comme l'ONU. Mais on va donner à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire le soin de lire à l'ONU une déclaration écrite en France. La Côte d'Ivoire ne peut pas signer de traité diplomatique sans que la France se soit prononcée sur ce traité. La Côte d'Ivoire ne peut traiter sur aucun plan, notamment économique ou militaire, avec des États que la France ne considère pas comme alliés. La Côte d'Ivoire souhaite pouvoir choisir elle-même le prix du cacao, par exemple, dont elle est le premier producteur mondial. Et la France s'y oppose, parce que c'est la France qui fixe le prix afin que la Côte d'Ivoire reçoive le moins de recettes possible. La France considère que l'éducation est l'outil et l'instrument qui permet de maintenir sa tutelle-curatelle. Voilà pourquoi la France a mis sur pied un certain nombre d'institutions comme l'Alliance française, les organisations francophones. Quand on parle de francophonie, c'est un outil international au service de l'hégémonie culturelle de la France. Et cette hégémonie culturelle est relayée par les ONG qui ont plus de poids que les ministères africains chargés de l'éducation et de la culture. Quand Nusele Kalala Omotunde parlait de géothermie, ça dérangeait beaucoup, mais d'autres dérangeaient aussi dans le domaine de l'énergie solaire, car toutes ces énergies peuvent accélérer l'industrialisation de l'Afrique. La France a tout fait pour que l'Afrique ne développe pas ses propres technologies. Et aujourd'hui, lorsque certains pays africains se tournent vers l'Asie, on considère que ces pays sont en train de travestir le cadre des accords de coopération. Les professeurs sont formés seulement au programme que la France impose. Les ouvrages et les supports sont des outils d'aliénation massive. Aucun enseignement n'est envisagé dans les langues nationales. Aucun enseignement en baoulé ni dans les autres langues de la Côte d'Ivoire. C'est valable aussi pour tous les autres pays africains. Et lorsqu'un Africain est autodidacte ou s'il a étudié dans les autres langues africaines, il n'a aucune compétence à faire valoir. C'est depuis 1961 que toutes ces dispositions ont été mises au point par Félix Houphouët-Boigny et par Michel Debré. Parlons des accords économiques, financiers et monétaires. Selon les accords économiques, la Côte d'Ivoire est obligée de produire du café ou du cacao, ce qui ruine les paysans et ne permet pas à l'État d'avoir des recettes importantes dans le cadre des échanges internationaux. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas transformer elle-même ses produits sur place parce que ça risquerait de la rendre autonome. Les accords stipulent que les avoirs de la Côte d'Ivoire doivent être mis dans des banques françaises, dont l'objectif est de confisquer l'argent qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un fonds d'investissement et d'épargne pour résoudre les problèmes de santé ou pour faire des réformes. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est dans une situation où elle est constamment contrainte de solliciter la Banque de France, la Banque mondiale, le FMI. Ce sont seulement les Français et les pays du Nord qui investissent en Côte d'Ivoire. Certaines multinationales ne payent même pas d'impôts ou rusent avec les dispositions fiscales. Je ne citerai que le cas Bolloré alors que les salaires qu'ils versent sont insignifiants. Et la gestion même de l'État ivoirien au niveau des banques se fait par des expatriés français. La Côte d'Ivoire est un paradis fiscal pour les entreprises françaises. La Côte d'Ivoire maintient également, en vertu des mêmes accords, son appartenance exclusive à l'Union monétaire africaine. Elle acte le fait que le franc CFA est la monnaie officielle. La convertibilité entre le franc CFA et le franc français est illimitée et elle est garantie par le fonctionnement d'un compte d'opération à la Banque de France. La France
demande à ce que des réserves en or lui soient versées. En contrepartie, elle dit qu'elle garantit la stabilité économique de la Côte d'Ivoire et elle empêche de basculer la Côte d'Ivoire dans l'inflation et les crises. C'est ce qu'on appelle le nazisme monétaire, puisque c'est ce que faisait Hitler à la France sous occupation. Et on a les marionnettes présidents Ouattara et Macky Sall qui affirment pourtant que cette monnaie est une monnaie africaine qui garantit l'essor économique et la stabilité de leur pays. Et cette monnaie que l'on veut maintenant appeler ECO ne changera rien. Aucun gouvernement de Côte d'Ivoire n'a le droit de battre monnaie au risque de provoquer la France, qui ne fera que déstabiliser le pays. Sans l'accord de la France, la Côte d'Ivoire ne peut pas se retirer de cette zone monétaire. Quant à l'administration de cette monnaie-là, ce sont encore des Occidentaux qui la gèrent. C'est la France qui décide combien de billets doivent être émis et les billets sont fabriqués en France. Et la Côte d'Ivoire reçoit des billets selon la volonté et les dispositions des autorités françaises. Si entreprises africaines il y a, elles ne sont pas financées par les banques centrales. La BCEAO ne finance pas les entrepreneurs africains. Donc, sur le plan monétaire, l'Afrique est étranglée. Il n'y a jamais eu de révision de ces accords. Alors qu'entre-temps, la France a imposé une dévaluation du franc CFA. Elle a imposé des programmes d'ajustement structurel, a liquidé un certain nombre de petites et moyennes entreprises africaines et a remplacé tout ça par des coopératives gérées par des ONG. L'ONU a soutenu les forces qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. L'ONU est en train de soutenir les forces qui déstabilisent la République démocratique du Congo. L'ONU a soutenu les forces qui déstabilisaient le Mali, les forces qui sont en train de déstabiliser le Niger après être passées par le Burkina Faso. Tout ça pour empêcher ces États d'atteindre leur indépendance économique. Le pacte colonial sert à l'enrichissement de la métropole au détriment de ses anciennes colonies. Sa mission première est de protéger les intérêts français. Les servitudes du pacte colonial ne peuvent être éradiquées que si les peuples africains s'organisent dans un cadre unitaire. L'Afrique doit s'unir afin de défendre les intérêts vitaux des peuples africains. Il faut une stratégie d'industrialisation du continent africain. Sans industrialisation, il ne peut pas y avoir de souveraineté économique de l'Afrique. Et cette souveraineté économique doit s'appuyer sur les ressources et la potentialité de l'Afrique. Il faut associer à cette unité les peuples de descendance africaine, de la Caraïbe. Il faut une révolution culturelle. Merci de m'avoir écouté.